Alors nous sommes ici dans le laboratoire que Pasteur a installé dans sa maison familiale en 1883, laboratoire qu'il a installé parce qu'il voulait continuer le travail qu'il menait à Paris, et lui, le savant moderne à son époque, il utilisait évidemment le microscope qui lui permet de voir les microbes, mais ça on les voyait déjà avant, et ce n'est pas le plus important dans le travail de Pasteur, c'est plutôt de les mettre en culture, et son deuxième instrument extrêmement important c'est le ballon que l'on voit ici avec un milieu de culture dans lequel les microbes vont se développer des colonies, et à partir de là, on va pouvoir travailler sur ces colonies, et puis les faire évoluer, et voir évidemment les résultats des productions de ces infiniment petits. Dans toutes les représentations que l'on voit de Pasteur, il a évidemment ses instruments favoris dans les deux mains, le microscope et le ballon, mais on le voit aussi souvent avec sur les genoux ou bien sur sa table des cahiers sur lesquels il est en train de prendre des notes. Il est en train de noter ses observations, comme le fait évidemment tout bon scientifique. Et là, entre les mains, j'ai un cahier extrêmement intéressant qui sont les cahiers de traduction. Il demandait à ce que l'on traduise des articles de l'allemand, de l'anglais, de l'italien et aussi du russe pour pouvoir bien comprendre ce que les autres chercheurs disaient sur le même sujet que lui, et puis à partir de là, faire avancer la connaissance, trouver des modifications, modifier des protocoles expérimentaux. Et dans tous ces cahiers, on voit surligner en bleu de son gros crayon ce qui lui paraissait intéressant, ou ce qu'il critiquait, ou ce qui lui permettait de modifier quelque chose dans ses expériences. Le troisième élément extrêmement important dans sa vie de chercheur, c'est que Pasteur ne va jamais travailler seul, il va s'entourer d'une équipe, qui va créer le statut d'agrégé préparateur, qui est un statut nouveau pour les étudiants de l'école normale supérieure. Parmi évidemment les plus importants, il y a Émile Roux et Émile Duclos, qui seront ses successeurs comme directeurs de l'Institut Pasteur. Ces jeunes chercheurs vont l'accompagner dans tous ses déplacements, que ce soit ici à Arbois ou à Alès, quand il va travailler sur le ver à soie. Et cette notion d'équipe, elle est très nouvelle à cette époque, puisque avant, on ne travaillait qu'avec le professeur, ne travaillait qu'avec son assistant. Là, c'est réellement un groupe qui va se répartir les tâches, certains travaillant dans un domaine, d'autres dans d'autres, et Pasteur fera ainsi la synthèse. On pourrait dire, en riant, qu'il se comporte un peu comme un mandarin, mais c'est très nouveau à cette époque d'avoir comme ça ainsi une équipe à son service. Arbois est une ville entourée de vignes, et Pasteur va venir travailler sur ce qu'on va appeler les maladies du vin à partir de 1865. Mais pour comprendre les maladies du vin, il faut remonter à ce qu'il faisait à Lille. Et c'est à Lille qu'il a un premier contact avec des fermentations qui se passent mal. Un de ses élèves, dont le père a une distillerie de betteraves, fait appel à lui parce que cette fermentation se passe mal. Pasteur va aller regarder un peu ce qui s'y passe, et donc il commence à avoir l'idée que peut-être ce sont des maladies dues à des micro-organismes. Quand il aura solutionné ce problème-là, un petit peu plus tard, il commence à être connu, et l'empereur va le solliciter pour un deuxième problème, de nouveau un problème économique. Les vins français sont des vins qui s'exportent mal parce qu'ils ne tiennent pas trop la durée de l'exportation. Ils filent, comme on dit. Et Pasteur, lui, a déjà l'idée que peut-être c'est une maladie, un peu comme il y avait la maladie du jus de betterave. Il va venir ausculter les vignes, regarder les levures qu'il y a à l'intérieur, arrêter ces fermentations qui se passent mal avec un procédé qui s'appellera plus tard la pasteurisation. Donc il va chauffer les vins, arrêter la fermentation. Alors le travail sur le vin conclut une sorte de fin de séquence. Il a travaillé sur la betterave, il travaille sur le vin, donc sur des végétaux. Ensuite, quelques années plus tard, il va passer aux animaux. D'abord le ver à soie, ensuite les poules avec le choléra des poules et le charbon des moutons. Puis il va passer à l'homme et aux maladies humaines, avec toujours cette même idée, un microbe, ça produit quelque chose, ça n'arrive pas par génération spontanée, ni chez les végétaux, ni chez les animaux, ni chez les hommes. Ce sont les microbes qui provoquent quelque chose.